Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis ensemble pour 24 minutes d'interview avec toutes vos questions et notre invitée du jour qui est une journaliste grâce à laquelle nous vivrons peut-être un jour dans un meilleur monde. Pendant plusieurs années, vous l'avez adulée aux commandes d'un magazine mythique sur M6 au cours duquel elle s'aventurait parfois en zone interdite. Mais désormais, en plus de son émission du week-end sur France 3, c'est sur Public Sénat qu'elle officie chaque mois à la tête d'une émission qui, on l'espère, va faire bouger les lignes. Bonjour Wendy Bouchard. Bonjour Damien. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. C'est moi qui suis ravie. Alors Terre à Terre, c'est le nom du magazine que vous présentez chaque mois. C'est sur Public Sénat que ça se passe et ce soir à 23h, vous allez vous poser une question. Une agriculture sans pesticides est-elle possible? Alors vous y abordez la question du glyphosate, la question de l'agriculture biologique en compagnie notamment d'un sénateur, également d'un représentant de la FNSEA. La question que je voulais vous poser déjà, est-ce qu'à la fin de ce sujet, on a une réponse claire à cette question? Écoutez, à la fin des sujets si sensibles, on arrive toujours quand même à établir une forme de compromis. C'est-à-dire que du côté des partisans quand même d'un monde meilleur, justement, plus sain dans la sécurité alimentaire, on sait bien qu'il ne faut pas braquer les choses, qu'ils ont l'opinion publique derrière eux, qu'on a toute une conscience aussi écolo maintenant, mais qu'il va falloir faire ça par étapes. Donc je trouve que ce qu'on arrive à dessiner, ce sont toujours des plans de sortie, des plans d'étapes raisonnables, rationnels. C'est pour ça qu'on a toujours quand même un représentant politique qui sait ce dont il parle, ou députés européens, qui gravitent vraiment dans ces milieux où il faut être cohérent et où il faut être sensé. Donc je trouve que c'est souvent des débats apaisés. Là, je viens de tourner un sujet sur les ondes électromagnétiques. Il y a ces développements d'antennes relais, il y a ces gens électro-hypersensibles. On sait qu'on peut, par exemple, prendre un moratoire pour reposer les choses et pour faire ça en connaissance et calmement. Donc, et c'est vers ça qu'on tend à chaque émission et que j'essaye de tendre pour montrer qu'on n'est pas ni sectaire ni binaire, quoi. Mais pourquoi justement c'est compliqué d'être binaire sur ce genre de questions? Pourquoi il n'y a pas une réponse claire, oui ou non, sachant qu'on sait qu'en plus les pesticides sont dangereux pour la santé, on y reviendra dans quelques instants, mais pourquoi c'est ni oui ni non? Parce qu'on a souvent pris les choses à l'envers. On a développé à fond des modèles sans se poser des questions des conséquences. Aujourd'hui, on en tire des bilans difficiles, délicats, et on sait bien qu'il faut faire machine arrière, mais qu'il y a une économie derrière. Moi, j'essaie toujours de lier ces sujets écologiques à la réalité économique. On ne peut pas faire ça dans l'absolu. Donc, il faut désengager un certain nombre d'agriculteurs pour les pesticides, désengager un certain nombre d'opérateurs dans la folie des télécoms. On parle de la 5G, mais on en sait les limites. Donc on est allé très vite, et il faut décélérer un petit peu. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, donc sur le papier, il faut être concret. Effectivement, et c'est le rôle de cette émission et c'est réussi, on va y revenir dans quelques instants. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine, sur la page Facebook du Figaro, sur le figaro.fr, sur tvmac.com. Nous sommes partout avec Wendy Bouchard, vous pouvez lui poser toutes vos questions. Qu'est-ce que vous pensez de son magazine Terre à Terre sur Public Sénat? Est-ce que vous l'avez aperçu sur France 3 Île-de-France également? On en parlera tout à l'heure dans l'interview du Buzz TV. Est-ce qu'elle vous manque aux commandes d'un Prime sur une grande chaîne? Vous pouvez lui poser toutes vos questions. Mignon. Elle y reviendra dans quelques instants, juste après les news médias de Sarah Lecoeur. Bonjour Sarah. Bonjour Damien, rebonjour Wendy. Bonjour, Sarah. Allez Sarah, c'est parti avec les audiences. Quelle chaîne est arrivée en tête hier? Eh bien c'est France 2 grâce aux Rivières pourpres. La fiction a rassemblé 3 800 000 personnes et 17,1% du public. Donc la chaîne du service public passe devant TF1 et la fiction Sam qui pointe à 3 600 000 fidèles et 16,9% de part de marché. Quant à M6, elle est sur la 3e marche du podium avec Mariée au premier regard. C'était le 3e épisode de cette télé-réalité. Eh bien, cet épisode a conquis 2 400 000 téléspectateurs et 11,6% du public. C'est un score dans la moyenne de la chaîne habituellement. Et sur la TNT, eh bien, c'est W9 qui est en tête grâce au long métrage Taken porté par Liam Neeson qui a attiré 1 200 000 cinéphiles et 5,4% de part d'audience. Alors je vais profiter de la bonne santé de la fiction française pour vous faire rebondir là-dessus parce que je crois savoir que vous allez tourner dans Plus belle la vie prochainement sur France 3. Alors, vous êtes journaliste ou vous êtes actrice qui on reçoit aujourd'hui? Non, moi je ne tourne pas dans le Prime Plus belle la vie qui sera diffusé en février, mais en deuxième partie de soirée. En revanche, je tourne en compagnie des comédiens. 2 fois par an, on prend ce parti, après le Prime, en deuxième partie de soirée, de faire un 60 minutes et de revenir sur 3 thématiques fortes du moment dans la fiction. Il y en a plusieurs qui se dessinent en ce moment pour ceux qui sont très fidèles au documentaire, notamment la problématique des femmes qui ne veulent pas d'enfants. Donc moi je vais à la rencontre de témoins qui ont vécu plus ou moins les mêmes intrigues que les acteurs, avec des acteurs sous le bras. On va à Lyon, on va à Nantes, on va en région parisienne en tournage et on essaye de montrer que cette fiction est
totalement inspiré de la réalité, qu'aucun sujet n'est laissé à l'écart. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou et que les scénaristes font un travail exceptionnel. Sociologiquement, moi, c'est une série qui me plaît beaucoup parce qu'elle est extrêmement réaliste et c'est bien de confronter les univers, si vous voulez, à la fois la fiction et la réalité. Alors, vous resterez journaliste. Je reste journaliste, oui. Mais c'est vrai que la question que je vous posais n'est pas anodine parce qu'on se rend compte qu'il y a de nombreux journalistes animateurs qui basculent dans l'univers de la fiction. Stéphane Bern, Stéphane Plaza, qui était certes issu de l'univers de la fiction, mais qui en plus a ce rôle d'animateur. Voilà, exactement. On a vu également Michel Simès. Est-ce que ça vous tenterait d'avoir cette première expérience peut-être dans la fiction? Pourquoi pas, mais moi je l'ai fait une fois dans Baron Noir à mon rôle, la première saison où j'arbitrais ce débat entre Can Merad et Nils Arestrup. C'était une très belle expérience, mais j'étais journaliste, j'animais un débat télévisé. Donc non, je pense que chacun son métier, ils le font excellemment bien. Je ne voudrais pas m'aventurer dans la cour des grands. Je suis à ma place. En tout cas, on va aller faire un petit tour du côté de l'humour cette fois-ci parce qu'on va poursuivre ces news médias avec France Télévisions qui dément toute censure à l'égard de Jean-Marie Bigard. Oui, parce que l'humoriste a poussé un coup de gueule dimanche sur les réseaux sociaux, affirmant que Delphine Ernotte, la patronne du groupe, l'empêchait de se rendre dans l'émission de Michel Drucker Vivement Dimanche. Alors la raison, c'est son amitié avec le roi des forains, qui est aussi candidat à aux élections municipales à Paris, Marcel Campion. Son intervention donc de Jean-Marie Bigard poserait problème, notamment au niveau du temps de parole que s'engagent à respecter les chaînes, les médias en général, pour chaque parti politique. Alors Jean-Marie Bigard a réagi, il dit « ça y est, c'est le retour de la dictature d'avant-guerre ». Contacté, en revanche, France Télévisions dément toute censure à son égard. Elle assure qu'il n'y a pas la moindre censure. Pour preuve, il était samedi dernier dans l'émission de Stéphane Bern et Bruno Guillon, 2 heures de rire et de direct, et sera prochainement sur France 3 et sur France 2 avec Michel Drucker. Alors, il faut aussi préciser qu'à quelques mois des municipales, le groupe audiovisuel de service public veille scrupuleusement au temps de parole des candidats et de leur soutien par rapport aussi au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Wendy, c'est vrai que Jean-Marie Bigard est un personnage assez atypique. Il était sous le feu des critiques il y a un an suite à une blague prononcée sur le plateau de Touche pas à mon poste. Il y a des dates de tournée qui ont été annulées. Qu'est-ce que vous pensez de l'humour, vous, à la télévision? Vous qui, en fait, est-ce que c'est important justement parfois de tourner la langue cette fois dans sa bouche avant de parler? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit? Moi, alors oui, hélas, il faut faire attention. Moi, je trouve qu'on est dans une société très aseptisée. Je me souviens des premiers coups de censure. Je suis toujours à Europe 1, mais j'étais à Europe 1 à l'époque dans l'émission de Laurent Ruquier avec Philippe Geluc qui se faisait rappeler à l'ordre parce qu'il avait eu un propos malencontreux. C'était il y a 10 ans déjà. Donc ça a empiré. On sait bien, malheureusement, cette société un peu où le langage doit être absolument respecté. Pour ce qui est de Jean-Marie Bigard, il est tellement sensible cet homme. Moi j'aime beaucoup l'artiste parce qu'il est hyper sensible et je pense que du coup, quand on est hyper sensible, peut-être on interprète les choses difficilement. L'humour, vous savez, finalement, on n'en a pas tant de représentants en France que ça. Et hélas, cette société qu'on leur pose comme une chape de plomb les contraint à rester un petit peu dans des cases et c'est dommage parce que du coup, c'est concentré dans des émissions. Il faudrait faire un peu bouger tout ça, quoi. Ça ferait du bien à tout le monde. Ça détendrait l'atmosphère. Il y a pourtant beaucoup d'humoristes en France. Il y a beaucoup d'humoristes, mais et heureusement, ils ont leur terrain de jeu. Ils ont leur terrain de jeu, ils ont leur scène, ils ont leur. Là, on leur reproche de faire du plagiat. Enfin, c'est compliqué pour eux, j'imagine aussi, parce que vous avez quand même des espèces d'idiots qui vous regardent sur tout. Donc, comment essayer de faire encore rire? Je crois que vous pouvez reposer la question bientôt à Muriel Robin qui prépare quelque chose de très fort là sur TF1. Alors là, heureusement, on a des bulldozers comme ça qui s'affranchissent un peu des codes, ils ont bien raison. Et vous dites qu'on est dans une société aseptisée, c'est lié à quoi, à votre avis, ce basculement vers une société très policée? Eh bien, je pense que c'est une forme d'autocensure. C'est une forme d'autocensure et qu'on vit aussi vraiment à la radio en choisissant plus ou moins des thématiques. Moi, je suis dans une liberté totale. Je m'interdis de traiter aucun sujet, comme heureusement la plupart des chaînes. Mais je pense que c'est inconscient aujourd'hui, qu'on n'a plus envie de blesser, donc on rentre un peu dans le courant mainstream et ça peut être dangereux parce qu'on rétrécit de fait l'espace d'expression. Et c'est vrai que ça peut être un exercice compliqué pour vous parce que dans Terre à Terre, vous parlez d'écologie, c'est un sujet extrêmement sensible. À aucun moment vous vous dites, tiens, peut-être qu'en prenant ce parti pris-là, je risque de blesser certains courants de pensée, je risque de m'attirer les foudres de militants sur les réseaux sociaux. Moi, combien de fois à Europe 1, je faisais des émissions sur les pesticides, l'agriculture et on me reprochait de faire ou le procès des agriculteurs ou celui au contraire des industriels. C'est pour ça qu'il faut avoir des panels représentatifs. Quand l'émission est équilibrée, il n'y a pas de problème. C'est pas être béni oui-oui que donner la parole à chacun, c'est d'essayer de poser le débat. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mes émissions au mieux.
Et on s'interdit donc aucun propos parce qu'ils sont tous représentés. Ça, je pense qu'il faut faire vraiment très attention, donner la parole à chacun, mais équilibré. Quand je dis chacun, il y a les humoristes qui feraient bien de rester à leur place, mais c'est un autre débat. On veut des noms, on veut des noms. Non, non, pas des noms, mais il y a une sorte d'humour qui devient extrêmement agressif sur les réseaux sociaux en particulier. Je ne citerai pas de nom, mais vous savez de qui je veux parler. Et ça, il faut faire très attention parce que là, c'est plus de l'humour, c'est presque de la menace. Allez, on va terminer avec un humoriste aussi qui officie en tant qu'animateur, en tant que présentateur, en tant que journaliste, Julien Courbet. Julien Courbet va revenir pour une deuxième saison de Qui veut être mon associé, Sarah? Oui, c'est Nicolas Taverneau qui le dit lui-même, c'est le grand patron de M6. À l'interrogation d'un internaute, est-ce qu'il y aura une saison 2 ? Eh bien, il a tout simplement répondu oui. La semaine dernière, au lendemain de la diffusion du premier numéro, il s'était dit très fier de promouvoir l'entrepreneuriat sur sa chaîne. Il faut oser prendre des risques, dit-il, comme nous l'avions fait il y a 32 ans avec Capital. Alors, ce renouvellement étonne tout de même parce qu'ils étaient seulement 1,5 million de curieux la semaine dernière devant le lancement. Ça représentait 7,8% du public. Donc, c'était un score assez faible. À voir cette semaine ce que ça donne, si ça remonte un peu. M6, c'est une maison que vous avez bien connue, Wendy. Oui. Tête de zone interdite, comme on le disait tout à l'heure en introduction. Vous avez gardé des contacts avec les dirigeants? Vous êtes toujours en relation avec eux? Le dirigeant, malheureusement, pas trop, parce que ça s'est terminé un peu tristement, de mon point de vue. Mais en tout cas, avec les équipes de zone, oui, on se tient en contact. J'ai suivi notamment ce documentaire très fort sur l'aide sociale à l'enfance. Donc, je suis fière du travail qu'ils font parce qu'ils poursuivent dans une ligne d'investigation très forte pour faire bouger les lignes. Moi, c'est ce que j'ai tellement apprécié avec ce magazine, sur le droit à mourir, notamment sur ces sujets de société. On a réussi à faire bouger les choses sur la maltraitance dans les lieux pour enfants un peu handicapés. Donc voilà, je reste en contact avec ces gens-là parce que j'ai pris un plaisir immense à animer cette émission pendant 4 ans. Après, voilà, j'espère pouvoir reparler sereinement à toutes ces équipes à l'avenir. Mais chapeau parce qu'ils gardent cette ligne d'1h30 de thématique. C'est pas facile dans le panorama télévisuel aujourd'hui, vous le savez bien. Et ils tiennent. Et vous Alors, continuez de 30 ans regarder... cette émission, oui, non? c'est vrai. Oui, 30 ans. Vous continuez de regarder Zone Interdite, si je comprends bien. Ou en replay souvent, mais en tout cas, je me tiens informé des sujets. Et de quel œil vous regardez Zone Interdite? Avec un peu de nostalgie quand même? Ou alors la page est complètement tournée, vous vous dites, bon, je regarde ça comme une téléspectatrice lambda? Voilà, avec la fierté de l'avoir porté, ce magazine. Ah bon, on va parler d'une autre fierté cette fois-ci. Cette fois-ci, il s'agit de Terre à Terre. C'est sur Public Sénat que ça se passe. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Wendy, face aux internautes, une agriculture sans pesticides est-elle possible? C'est donc la question que vous allez vous poser dans un nouveau numéro de votre magazine Terre à Terre à 23h. C'est ce soir sur Public Sénat que ça se passe. Alors, les pesticides, c'est vrai qu'on en parle depuis de nombreuses années dans les magazines, dans les journaux télévisés, dans les talk-shows. Pourquoi vous avez décidé, entre guillemets, d'en remettre une couche avec ce nouveau numéro de Terre à Terre? Parce que les pesticides ont été interdits pour l'usage des particuliers, pour l'usage des communes, mais on se rend compte pourtant que leur usage a été démultiplié malgré la loi, malgré cette interdiction. Donc on se dit, il y a un hiatus quand même. Donc à la fois on n'a pas le droit et en même temps il y a plus de consommation. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des cultures qui sont devenues beaucoup moins réceptives aux pesticides. On les a engluées dans ces produits-là. Donc il faut en remettre une dose pour que tous les insectes soient éradiqués. Donc on est dans une société aussi du toujours plus justement, parce que la nature s'est un petit peu faite à nos produits phytosanitaires, et il est très difficile d'en sortir. Voilà pourquoi cette réflexion pourra l'avoir encore les 10, 15 ans, 20 ans qui viennent. Nous, on ne veut pas handicaper les agriculteurs qui ont été poussés et encouragés à utiliser ces produits-là. C'est bien le problème, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas demandé à être dans ce monde-là. Ça fait partie du mouvement un peu spontané de l'agriculture moderne. Donc voilà, on essaye de mettre un petit peu tout sur la table, de se dire, certes, on veut interdire ces produits, ils existent encore, ils sont encore surutilisés, la France est un peu championne dans le domaine, et puis on en connaît les conséquences pour les citoyens que nous sommes, pour nos cours d'eau, pour nos enfants, pour nos animaux. Donc c'est notre quotidien qui est concerné. Alors c'est une couche, mais qu'on remet à bon escient. Oui, c'est ça, et c'est surtout, comme vous le dites, des pesticides qui sont utilisés de plus en plus malgré les lois qui sont faites. Donc vous êtes en train de dire finalement que Emmanuel Macron, qui souhaite sortir du pesticide d'ici 2021, va forcément échouer, puisque les pesticides
satellites sont de plus en plus Oui, mais parce que utilisés. ça fait partie des promesses politiques, des discours politiques qui engagent aussi une réflexion. Il a bien senti aussi cette fibre écolo qui a été largement soutenue pendant les élections européennes. Donc je pense qu'il ne l'a pas fait délibérément, il n'a pas donné cette date en disant qu'elle ne serait pas tenable. Simplement, on voit bien que l'horizon, pour le coup, n'est pas tenable, parce que c'est toute une industrie qui est derrière, c'est toute une économie qui est derrière. Il va falloir étirer le temps, et que ça nous plaise ou non, nous citoyens, il faudra donner plus de temps pour que la transition soit faite. Nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Sarah, je vous laisse la parole. Oui, on a plusieurs internautes qui sont avec nous, par exemple Nicole, Georges, voilà, on les salue. Et puis j'ai une question de Sophie qui se demande si vous préférez la télévision ou la radio. Ah, c'est une jolie question. On commence ce sucré salé, on est comme ça. Oui. Parce que ça, c'est la dernière rubrique normalement. Ouais. Non, mais alors je peux vous dire, Sophie, que la radio est mon métier, parce que je suis rentrée voilà, presque 14 ans à Europe 1, en sortant de l'école de journalisme, en sortant de Sciences Po. Donc mon métier, je l'ai découvert à la radio. C'est ma maison, Europe 1, j'y ai grandi. J'aime ce rapport intime à l'auditeur. Je sais comment on nous écoute, dans quel contexte, et ça c'est très appréciable. La télévision est venue après. Et je vois combien la radio m'a aidé justement à avoir une approche peut-être plus humaine, plus empathique à la télévision. Donc ce sont pour moi deux médias qui se sont nourris, à la fois dans le journalisme et dans l'animation. Mais j'ai le sentiment que mon corps de métier, mon cœur et mon corps de métier, c'est la radio. Même si je prends plaisir à faire les deux, je suis encore plus à l'aise à la radio. Alors concernant la télévision, cette émission Terre à Terre que vous animez, je suis très fière de voilà, de exactement, sur Public Sénat. Alors elle a une particularité que l'on retrouve quasiment nulle part ailleurs, c'est qu'elle est intégralement filmée au smartphone. On voit sur certains plans larges d'ailleurs hein, vos cadreurs qui tiennent ces téléphones. Pourquoi cette particularité? Est-ce que c'est une question de budget tout simplement? Pourquoi ne pas utiliser des caméras de télévision? Non, c'est pour avoir un œil plus proche, plus concernant peut-être sur ces sujets-là de notre quotidien. Oublier un petit peu les caméras, même si en effet j'ai 6 caméramans comme ça, hein. Mais pour avoir une sorte d'accompagnement du mouvement et de la parole. On va être dans quelque chose d'assez libéré, d'assez spontané, donc ils nous suivent en situation. Il se trouve que la production Zadig produit aussi une émission qui s'appelle Flash Talk et qui est filmée un peu dans la même manière, et que moi ça m'a beaucoup plu parce qu'on est en marche. Voilà. Désolée, hein, je ne fais pas de politique, mais on accompagne aussi un peu la réflexion. Alors c'est pas moins facile à faire, hein. C'est pas plus facile à faire, mais c'est plus naturel, j'allais dire, pour ce type d'émission, un peu dans l'agora, dans le forum et dans la discussion. Alors cette émission, vous la tournez au Comptoir Général, hein. C'est un bar qui se situe dans le 10e arrondissement de Paris. Vous êtes attablé au milieu de cet établissement, entouré de clients Et ce qui est flagrant en fait à l'image, c'est qu'ils ne boivent que de l'eau. Ça franchement, c'est ce qui m'a frappé quand j'ai regardé l'émission. Il y a des personnes attablées dans un bar, ils ne boivent que de l'eau. Dans des verres en verre. Dans des verres en verre, oui c'est vrai, voilà, pas de parce que le plastique. Comptoir Général, ils sont vraiment proches des valeurs qu'on défend aussi, sans être éconocentrés. Mais alors, on a changé un peu, il y a menthe et grenadine pour les émissions qui viennent. Il va y avoir des gens qui vont avoir la tête qui tourne, Wendy, c'est pas... Attendez, ils doivent être concentrés sur les sujets qu'on tourne quand même. Mais ils sont très sympas, ils sont en situation aussi avec nous, ils viennent poser beaucoup de questions à l'issue de ces émissions-là, parce qu'ils viennent rencontrer les invités, ça leur plaît aussi. Ce public-là est un public qui ne pose pas de questions, mais qui est un spectateur actif, quoi. Et donc c'est bien, parce qu'on a souvent des débriefings des émissions avec eux à la suite. On a reçu des lycéens là, et c'était très appréciable. Alors l'objectif de Terre à Terre, hein, vous l'avez compris, c'est de présenter des initiatives pour tenter de préserver la planète. Est-ce que vous êtes devenu écologiste, ou vous l'avez en fait toujours été au fond? Non, je ne l'ai pas toujours été, et je fais amende honorable parce que j'avais du chemin à faire. Je me souviens d'une émission quand même sur le véganisme, où je tourne avec une veste en cuir. C'est probablement la seule de ma garde-robe. Je n'avais pas du tout fait exprès, mais en regardant mon accoutrement, je dis, je suis désolée, c'est pas de la provoque. Simplement, voilà, je ne vais pas non plus me dépouiller de ce que j'ai aujourd'hui. En revanche, je fais le chemin. Maintenant, évidemment, je n'ai jamais acheté de fourrure. Je fais attention à la traçabilité de mes vêtements. J'en achète peu, mais je les garde sur le temps long. Je recycle, je fais attention à mon gaspillage. Mais on ne peut pas être parfait. Vous savez, c'est ça qu'on veut montrer aussi. C'est qu'on a tellement de sujets autour de nous. On fait déjà beaucoup, et nos enfants maintenant sont aussi très, très instruits sur le sujet et poussent précisément leurs parents à être encore plus responsables. Moi, ce qui m'intéresse, et de montrer aussi, c'est que nous sommes une somme d'individus qui faisons des efforts à titre personnel, et plus ou moins, mais c'est déjà important. Mais l'important, c'est d'avoir, j'allais dire, un panorama, une philosophie de ce qui peut être mieux demain.
dans des délais raisonnables et avec une économie qui reste une économie qui permette à la plupart des gens de vivre bien. Donc voilà, moi je tiens vraiment à ça. On n'est pas là en disant attention, je veux plus de gobelets en plastique sur la table. Moi j'en ai encore un peu à la maison. Enfin, prenons le temps de bien faire les choses et ne mettons pas le couteau sous la gorge des gens parce qu'on fera pire que mieux. Et d'ailleurs, je trouve que les écologistes, les plus partisans de ce nouveau monde-là, ont aussi un petit peu changé leur manière de faire, sont moins vindicatifs, sont moins prosélytes. Ils ont compris, comme d'ailleurs les défenseurs des animaux, qu'il fallait être calme pour parler sereinement et dépassionnément. Oui, ce qui n'est pas le cas de tous les défenseurs des animaux. Quand il y a des boucheries qui sont vandalisées, par exemple, dans le nord de la France. Alors ça, ce sont voilà. Des activistes. Des activistes, exactement. Je les mets encore de côté. Mais dépassionner, c'est important pour avoir une vision des choses plus sereine, quoi. C'est difficile de parler d'écologie sans être moralisateur ? C'est pas si difficile que ça, parce qu'à partir du moment où on a des données chiffrées, même si, par exemple, sur les ondes électromagnétiques, les études scientifiques sont contestables par certains, mais on a quand même du grain à moudre, on a quand même des études. Et à partir du moment où vous avez ces documents-là, où vous avez un équilibre entre associations pour converger vers la même chose, on sait bien qu'il y a un mouvement qui n'est pas né de nulle part. Ce ne sont pas des mouvements spontanés. Donc voilà, je sais qu'on a des choses et des éléments tangibles pour pouvoir avoir un débat en conséquence et pour mettre à peu près les gens d'accord. Sarah, des questions ? Oui, sur Twitter, j'ai Cécile qui réagit sur ce que vous dites, Oui. Notamment sur le mouvement vegan, et elle voudrait savoir quel regard vous portez sur ce mouvement, et si vous l'êtes vous-même. Moi, je ne suis pas végétarienne, je ne suis pas végane, je fais très attention à ma consommation aujourd'hui, j'essaie d'acheter vraiment des fruits et légumes de saison, je ne suis pas très viande, mais voilà, je ne juge pas du tout ceux qui ont besoin de ça, simplement, on connaît les études aussi sur l'aspect cancérigène de la viande rouge, sur la profusion, vous savez, on dit toujours le poison est dans la dose, et c'est un petit peu ça d'ailleurs dans toutes les choses de la vie. Les activistes, ça c'est insupportable, c'est-à-dire aller à l'encontre des choses, casser, mettre le pied dans la porte, bloquer, ça c'est ridicule. Et ce sont des actes condamnables et qu'ils le seront, répréhensibles et condamnables. Pour le reste, le véganisme, c'est un mouvement extrême. Voilà, que j'entends un peu philosophiquement, mais auquel moi je ne souscris pas personnellement. Mais encore une fois, il faut laisser aussi la parole à ces gens-là pour qu'ils s'expriment, parce qu'ils sont dans quelque chose de cohérent dans leur philosophie de vie. Voilà, mais je ne suis pas végane ni végétarienne, j'essaie de faire mieux, en tout cas. Donc le véganisme, forcément, est toujours lié à un certain extrémisme, c'est ça, une radicalité ? Forcément, parce que les vrais véganes ne portent pas de cuir animal, et j'ai quand même, moi, reçu certains véganes qui me disaient, moi, je ne prends pas ma voiture le soir parce que quand je conduis, il y a des moucherons qui se prennent dans mon pare-brise et je tue aussi une partie de la biodiversité. Donc il y a aussi des gens qui vont très très loin. C'est pas la majorité, mais il faut savoir que ça peut aller très loin. Donc c'est une forme d'extrémisme peut-être, à certains égards. Très certainement, effectivement. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'une des têtes de gondole de ce combat pour la préservation de la planète, c'est la fameuse Greta Thunberg, cette ado de 17 ans qui est ultra médiatisée. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette mise sous le feu des projecteurs de cette femme qui finalement n'a que 17 ans et qui, c'est vrai, fait beaucoup parler d'elle? Alors moi je pense que si elle peut devenir une égérie, comme manifestement elle est en train de le devenir pour cette jeunesse qu'elle représente, c'est que du bon. C'est que du bon parce que les valeurs qu'elle représente, qu'elle défend, sont importantes. Après, il faut faire la part des choses. C'est une jeune femme qui est très mature, qui a une aura, qui est peut-être aussi un peu avancée sur le devant de la scène et manipulée, encadrée en tout cas par des adultes, par ses parents. Donc moi, je ne connais pas sa sphère intime, etc. Tout ce que je sais, tout ce que je retiens, c'est le bon dans cette histoire. C'est comment on fait un petit peu bouger les lignes et comment on donne envie aux jeunes de se rebeller pour la bonne cause. Après, ce que je sais aussi, c'est qu'il y a des lycéens qui manifestaient pour le climat, qui n'avaient pas grand-chose à faire du climat, qui préféraient manifester parce qu'ils séchaient une journée de cours. Il faut faire attention aux mouvements de masse et se dire, bon, ok, faisons la part des choses. Il y a des vrais militants derrière elle. Il y a aussi des gens qui sont très sensibilisés, des jeunes, grâce à elle. C'est ce que je retiens. Et puis après, il y a toujours un petit peu le vernis, quoi. Mais au moins pour ça, pour ce qu'elle inspire, c'est important.
Alors Wendy, chaque samedi aussi, on va en parler de cette émission à 11h25. Vous embarquez à bord d'un bateau-mouche dans Boulevard de la Seine sur France 3 Paris Île-de-France. C'est l'une des antennes régionales de France 3. C'est une émission que vous présentez en compagnie d'experts où vous recevez un invité. Est-ce que vous n'aimeriez pas plutôt vous adresser à un public national plutôt qu'à un public parisien, parce qu'on a l'habitude de vous retrouver sur des antennes nationales et là, vous vous adressez vraiment, entre guillemets, à une population très très locale. Ah, très locale. Alors c'est le parti pris de Boulevard de la Seine, c'est que c'est l'actualité culturelle plutôt parisienne ou grand parisienne. Oui. Mais moi, je suis persuadée que cette émission a une vertu nationale. Oui, d'ailleurs, vous recevez des artistes qui ont effectivement une actualité nationale. Et qui sont des artistes populaires, familiaux, etc. Alors, je crois que la diffusion en national de Boulevard de la Seine a repris le vendredi matin. C'était le cas un petit peu la saison dernière. Et je l'avais demandé aussi avec les patrons de France 3 Île-de-France parce que ça nous apparaissait être une émission qui avait du sens aussi au niveau national et puis qui est bien réalisée, qui est jolie, que je trouve douce. Ce que je retiens de ces petites navigations culturelles, c'est ça, c'est qu'on est un peu dans un temps suspendu. On quitte les studios, même si le vôtre est très agréable. Très neuf. Ça fait du bien, ça fait du bien aux artistes, aux personnalités d'être un peu ailleurs. Ouais. Et comme on est en navigation, ils mettent le pied sur ce bateau-mouche, on part ou du côté de Notre-Dame ou du côté de la Tour Eiffel pendant 26 minutes en condition du direct. Et il y a quelque chose qui tout de suite les met dans un autre état. Et donc on obtient c'est propice à la confidence. Oui, je crois. Ouais. D'ailleurs, j'ai un petit tête-à-tête avec eux au début sur leur rapport justement à l'environnement, à la matière, à l'eau, à la douceur, à la poésie. Enfin, on essaie de trouver quelque chose de... Et puis après, on rentre dans l'interview ensemble. Mais ils ressortent tous très, très heureux et moi aussi, parce que c'est un peu différent. Voilà. Donc, moi, je suis fière de ça aussi. C'est une petite émission qui fait son petit bonhomme de chemin. C'est la 3e saison. Mais alors, si vous voulez le voir au niveau national, il n'y a pas de problème. moi, je suis prête, je suis ravie. Militer pour, en tout cas, parce que c'est vrai que France Télévisions, en ce moment, tous les téléspectateurs l'ont remarqué, le groupe tente de mettre en avant de nombreux visages d'antennes féminins. Pourquoi on ne vous retrouve pas aux commandes d'une émission récurrente sur une des antennes nationales de France Télévisions? Mais moi, je serais ravie. Moi, je serais ravie. J'ai rencontré Takis Candelis, le grand patron, on a discuté de choses. Alors après, voilà, ils ont leur nouvelle logique de direction transverse. Pour l'instant, je n'ai pas l'air de rentrer dans ces préoccupations et dans ces cases, mais j'ai beaucoup d'idées, beaucoup d'envies et je pense que je peux mettre un petit peu mon expérience au profit de ces belles chaînes. Après, je n'ai pas vraiment l'habitude, vous savez, de mettre le pied dans la porte. En fait, j'ai eu toujours beaucoup de chance dans mon petit parcours. C'est qu'on est venu me chercher beaucoup. Alors peut-être qu'il faut que je change d'état d'esprit. J'ai pas l'habitude de ça, quoi. D'aller rencontrer les producteurs, d'aller faire du brainstorming, d'aller taper à la porte des chaînes. Voilà, je ne l'ai jamais fait. Donc peut-être que c'est mon tort, peut-être qu'il faut que je le fasse, peut-être que vous avez m'encourager à le faire. Mais, voilà. Non, mais si jamais une case se libère pour vous, quelle serait l'émission que vous rêveriez d'animer aujourd'hui sur France Télévisions? C'est toujours difficile à dire ça parce qu'il y a des gens qui sont en place et qui font ça très bien. Moi, j'ai grandi avant d'écouter la radio avec Télématin. Moi, j'aime beaucoup cette fraîcheur aussi de l'accompagnement du matin. Je suis aussi, j'ai été sur M6, mais je suis aussi proche des valeurs du service public. J'adore une chaîne comme France 5, même si je suis très bien sur France 3, mais c'est pareil, France 3, moi j'aimerais pouvoir mettre à profit ce que j'ai pu faire pendant 2 ans avec eux sur la chaîne nationale. Pour l'instant, tout est un peu bloqué, bon voilà, mais il y a aussi une recomposition de ce paysage médiatique. Mais voilà, des émissions d'accompagnement, ça me plaît beaucoup, parce qu'on est à la fois dans le soutien que j'ai pu faire, moi, en matinale sur Europe 1, par exemple, le week-end, dans le mélange des genres, entre l'information et le divertissement, ce que j'aime aussi beaucoup faire. Et puis après, voilà, j'ai tapé à la porte quand même une fois pour des émissions sur les animaux, parce que je suis persuadée que une émission d'un nouveau genre, un petit journal de l'actu animal. Non, on est aujourd'hui dans une préoccupation animale, mais qui a du sens sur les animaux d'élevage, sur les animaleries, sur la solidarité qui s'organise autour des animaux. J'ai vu cette petite entreprise de lingerie fine qui a confectionné des petites poches pour les bébés kangourous et les koalas orphelins et qui en a envoyé des milliers en Australie. Mais en fait, on est tous aujourd'hui préoccupés par ce sort, et je ne parle pas de nos petits animaux de compagnie uniquement. Je parle de la faune et je parle de cet environnement animal. Et ça, j'aimerais beaucoup proposer. J'ai plusieurs idées sur ces émissions-là, parce que je suis sûre que c'est dans notre sensibilité, qu'on peut faire quelque chose de très moderne et de très bon. Donc voilà. Sarah, des questions? Oui, on va prendre une dernière question, parce que j'ai plusieurs internautes qui vous suivent chaque week-end sur Europe 1, entre 18 et 20h, vous animez cette tranche.
Et j'ai Alexandre qui me demande si vous êtes satisfaite de vos audiences, parce que finalement, on a peu entendu parler. On parle de celle de Mathieu Béliard, la matinale d'Europe 1 qui a progressé sur la dernière vague. Et vous Et moi, c'est compliqué parce que le week-end, on a un réservoir d'audience qui est forcément plus petit. On a des sondages qui sont forcément un peu moins représentatifs. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas terrible encore. On est dans une opération reconquête pour le week-end. Moi, j'ai eu la chance de faire le week-end pendant plusieurs années, notamment 4 ans en matinale, où vraiment on tenait les choses. Et puis après, on a vécu un épisode très tourmenté. Donc là, je remercie ces auditeurs fidèles parce qu'ils sont magnifiques et ce sont eux qui font notre radio et qui nous encouragent à faire mieux. Moi, je fais une émission de qualité, je pense, 18h-20h, tout en direct samedi et dimanche. Mais c'est difficile. C'est difficile, mais j'en suis fière et on va reconquérir les choses progressivement. Je suis heureuse de faire de l'info, je suis heureuse de recevoir Fabien Lecoeuf qui fait une chanson dans la tête avec moi tout le temps en direct et qui propose des belles anecdotes musicales. Je suis heureuse d'avoir tous les invités de renom passent aussi le week-end dans le 18-20. Donc c'est ça, c'est cette qualité. Moi je suis persuadée que la qualité à un moment donné paye. Voilà, donc il faut du temps. Je remercie aux patrons de nous laisser le temps et je remercie surtout les auditeurs d'être fidèles. Mais c'est difficile. Voilà, je ne vais pas vous mentir ni vous le cacher. Ça va être long. Allez, on va y arriver. On arrive vers la fin de l'interview. Le temps juste pour nous de faire cette dernière rubrique qu'on adore ici. Ça s'appelle le sucré salé. Alors sucré salé, c'est pas compliqué. On va vous soumettre 2 propositions. Il faut que vous n'en choisissiez qu'une. Vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Greta Thunberg ou Nicolas Hulot? Nicolas Hulot. Nicolas Hulot. Bon, là, vous vous en sortez plutôt bien. Vegan ou carnivore? Bah, flexi carnivore. Vous en sortez très très bien même. Allez, là, un peu plus compliqué. Zone interdite ou terre à terre? Terre à terre. Terre à terre quand même. La télévision ou la radio? La radio. Radio. C'était, on avait déjà entamé le sucré. Bien vu, effectivement. Et la célébrité ou l'anonymat? L'anonymat. L'anonymat, rien de tel que l'anonymat. En tout cas, je suis un petit peu dégoûté parce que bien souvent, les invités ont tendance à buter sur nos propositions. Ils ne savent pas trop quoi choisir et vous avez parfaitement réussi le défi. Carnivore et vegan, vous êtes dur là. Non, mais vous en êtes très très bien sorti. Merci beaucoup, Wendy Bouchard, c'était un plaisir d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que l'on vous retrouve dans Terre à Terre ce soir à 23h. C'est sur Public Sénat que ça se passe concernant un sujet sur le glyphosate et sur tous ces pesticides qui envahissent notre quotidien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était formidable. Vraiment. Merci à vous. Merci. Et merci à vous, Sarah, d'avoir fait l'intermédiaire entre les internautes et ce plateau. Alors, c'est vrai que le Buzz TV n'est pas toujours très joyeux. On a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Sébastien Demorand, qui était juré dans Masterchef en 2010, est décédé à l'âge de 50 ans des suites d'une longue maladie. Il était apparu pour la première fois en 2010 aux côtés de Yves Candebord et Frédéric Canton dans cette émission. On y reviendra très certainement demain dans les news médias. Merci, Sarah. Et on se retrouve donc effectivement demain avec 2 acteurs, en tout cas 2 actrices qui vont apparaître dans une fiction sur France 3 qui s'appelle Madi Etcheban. Il s'agit de Laurie Pester, que vous avez peut-être adoré lorsqu'elle était chanteuse, et Christiana Reali, qui seront demain sur ce plateau. J'espère que vous serez nombreux pour leur poser toutes vos questions. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour un nouveau Buzz TV.